Salut, c'est Ospolitique, vidéo un petit peu spéciale, comme on dit sur YouTube aujourd'hui, simplement parce que c'est une vidéo de la matinale de jeudi dernier, c'est pas une matinale de cette semaine, mais c'est encore d'actualité puisque c'est Emmaüs, donc on va parler de toutes les accusations de maltraitance, de violence, de racisme qui tombent sur Emmaüs en ce moment, et notamment avec des articles de Street Press qui a fait une super enquête dessus en plusieurs volets, donc j'en ai lu un des articles dans la vidéo que vous allez voir maintenant, et les autres je les mettrai en description aussi pour que vous puissiez aller lire tout ça, c'est tout en libre accès hein, de toute façon. Voilà, donc bonne vidéo, puis en attendant, n'oubliez pas de me soutenir également, le lien vers mon Patreon est dans la description, et surtout le lien de la chaîne Twitch est aussi dans la description, donc voilà, comme dirait l'autre, abonnez-vous. Que des camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête. Nous devons amplifier ce mouvement. How dare you continue to look away? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Donc Christian Calmejane, trésorier d'Emmaüs International jusqu'en 2023, aurait exploité des mineurs dans la communauté qu'il dirige dans le Tarn-et-Garonne. Âgé de 14 à 17 ans, il devait trier les vêtements, gérer les espaces verts ou la crèche, et c'est un article donc de Jérémy Rochas de Street Press qu'on embrasse ici. On les adore, Street Press, qui font de... En ce moment, Street Press, ils sont en feu. Hein. On a ça, on a eu l'article... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme article? On a eu, voilà, c'est ça, Force ouvrière avec Béziers. On a eu des trucs sur les réseaux d'extrême droite. Voilà, bon, abonnez-vous aussi, hein, bien sûr. Donc, qui font travailler des mineurs, le travail des enfants, pourquoi pas, hein, bien sûr. Ça nous manquait. Ça manquait, bien sûr, de travail des enfants. Donc, on est à la Ville-Dieu du Temple. Alors, je sais même pas où c'est, la Ville-Dieu du Temple. On va regarder ça. Enfin, je sais que c'est dans le Tarn-et-Garonne, vu que c'était marqué. La Ville-Dieu du Temple. Alors, ah oui, on est... Je vais aller sur Google Maps. Google Maps. D'ailleurs, il y avait une manifestation de Emmaüs, et il y avait des gens qui avaient tenté de faire entendre la question des migrants exploités, et ils s'étaient fait totalement têche par les manifestants d'Emmaüs, donc le problème est totalement ignoré. Hein. La Ville-Dieu du Temple. Alors déjà, le nom est... Ok, c'est la banlieue de Montauban, comme dit dans le chat. Enfin, c'est juste pour que je repère un peu plus. Hein. Très bien. Est-ce qu'on peut parler de banlieue pour Montauban? Je ne sais pas. C'est dans le voisinage de Montauban. Il n'y a même pas de continuité urbaine. Ah, en tout cas, c'est là. Donc, Emmaüs, Tarn-et-Garonne. Ce 6 juin 2023, au petit matin, la brigade de recherche de Castel-Sarrazin, le nom est déjà incroyable, petite ville en banlieue de Montauban. C'était remarqué, banlieue de Montauban après. On va lire. Je fais des enquêtes trop rapidement à chaque fois, c'est ça. Hein. Trop rapide en enquête. Problème. Interpelle 4 individus à leur domicile. Ils sont soupçonnés d'avoir détourné plus de 57 000 € des caisses de l'association Emmaüs Tarn-et-Garonne. Parmi les gardés à vue, une figure du mouvement de l'abbé Pierre, Christian Calmejane, ancien trésorier d'Emmaüs International, qui fédère l'ensemble des groupes dans le monde, et directeur de la communauté locale depuis 27 ans. Enfin, déjà, le profil de la dame qui était dirigeante de la communauté Emmaüs du Nord, là, qui est impliquée dans l'affaire des travail des migrants, c'était aussi une figure de la communauté. Vous vous souvenez, on avait vu même une interview d'elle où elle disait « Oh là là, c'est incroyable, la solidarité, machin », alors qu'elle était horrible avec les personnes qu'elle employait. Enfin, bref. Ce dernier a comparu devant le tribunal judiciaire de Montauban en novembre dernier et a été sommé de justifier un dépôt suspect de 83 000 € en liquide sur ses comptes personnels. À la surprise générale, il a finalement été relaxé. Le procureur qui avait requis contre lui 12 mois de prison avec sursis pour blanchiment aggravé et abus de confiance a fait appel de la décision. Forcément, le procureur a fait appel. Ce procès était une mascarade, lâche Madeleine, ancienne membre du conseil d'administration de l'association devenue lanceuse d'alerte. Depuis son recrutement en février 2018, elle dénonce des maltraitances dont seraient victimes les quelques 280 compagnons répartis sur les 4 sites de la communauté, et dont une grande majorité serait sans papier. Pareil un petit peu que la communauté du Nord. Hein. Selon elle, une grande partie travaillerait à temps plein pour une rémunération d'environ 80 € par semaine, et aurait été recrutée sur de fausses promesses de régularisation. C'est la même chose qu'à Lille, hein. C'est encore... c'est des fausses promesses de régularisation, un salaire de misère... On est sur des pratiques semblables, ça m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres communautés qui soient concernées à ce rythme-là. Hein. Une situation qui a par exemple concerné Julien, sa femme et leur fille Laura, âgée de 14 ans. Street Press a en effet découvert que des mineurs auraient été incités à travailler pour l'association sans être déclarés.
Le tout pour parfois 10 € par jour. Une exploitation qui dépite Amiran, un Géorgien qui est dans la communauté depuis 7 ans. Si un responsable vient te dire qu'ils ont besoin de monde, il faut qu'ils travaillent, donc que les enfants travaillent. Les parents ne vont pas dire non, même s'ils ne veulent pas. Et donc, rappel bien sûr des faits, hein, en juin 2023, Street Press révélait qu'une communauté Emmaüs dans le Nord était accusée de traite d'êtres humains et de travail dissimulé envers des sans-papiers. Depuis, nous avons continué nos investigations et de nombreux témoins ont contacté Street Press pour faire part de nombreux dysfonctionnements. Nous avons choisi de nous concentrer sur 3 communautés. Une série de 3 enquêtes sera publiée chaque semaine, donc il continue le taf sur Emmaüs. Emmaüs grève. J'essaie de retrouver l'article de Redija Zerwali sur Mediapart qui avait aussi parlé de ça. Voilà. Est-ce que je peux trouver cet article de communauté? Voilà, et Mediapart aussi a fait un article là-dessus. On va compléter avec ça, hein, comme ça on reviendra aussi sur l'affaire précédente. Parce que c'est peut-être que des gens n'ont pas suivi les lives où on parlait d'Emmaüs. Je vais vous mettre le lien de la vidéo qu'on avait faite dessus aussi dans le chat. Enfin, c'est pas une vidéo que j'ai faite sur ça, c'est un extrait de live. Attendez, alors faut que j'aille sur la chaîne YouTube. C'est une des premières vidéos que j'ai sorties. Pêche. Peut-être que je l'avais pas marqué, elle. Hein. Ah non, c'était les best-of. C'était un best-of, c'est ça. Alors attendez, il faut que je retrouve. Ah, Emmaüs accusé de traite d'êtres humains, c'est ça. Mais juste le lien dans le chat si vous voulez. Jetez un œil. Très bien. Donc, Julien est arrivé dans la communauté en 2015 avec sa femme et ses 4 enfants. Ils y restent 6 ans à travailler à temps plein et auraient chacun reçu pour ce labeur 80 € d'allocation par semaine. Un revenu bien insuffisant pour répondre aux besoins élémentaires de la famille. D'autant que la bourse scolaire qu'ils ont obtenue pour leurs enfants aurait été, selon eux, confisquée par les responsables d'Emmaüs Tarn-et-Garonne. Encore des trucs similaires, hein. Il y a beaucoup de similarités entre les deux affaires. Pour compléter leurs ressources, leur fille Laura aurait alors été invitée à travailler pour la communauté. Elle travaillait au tri des vêtements pour un salaire de 10 € par jour. À d'autres moments, elle était chargée de surveiller les enfants à la crèche avec une stagiaire de la communauté. Au moins 6 autres mineurs travaillaient comme elle à ce moment-là, déplore le père de famille. Un épisode l'a tout particulièrement marqué. Un jour, un jeune de 13 ou 14 ans a fait une bêtise. Les responsables l'ont puni en le faisant travailler gratuitement dans la communauté. Ça s'appelle du travail forcé, hein, ça s'appelle du travail forcé. Sur des plannings d'activités que Street Press s'est procuré, les noms d'au moins 4 mineurs âgés d'au moins 14 à 17 ans apparaissent effectivement aux côtés de ceux des compagnons. Ils sont désignés sur diverses tâches à responsabilité, notamment la gestion des espaces verts ou de la crèche. J'ai vu au moins 10 mineurs travailler dans la communauté pendant les vacances scolaires ou les week-ends. Parfois, les salariés référents décidaient de les payer, mais pas toujours, confirme Amiran, le Géorgien. Donc, rappel encadré de Street Press. Emmaüs est le statut de compagnon. Les compagnons Emmaüs sont des personnes en très grande précarité. L'association leur garantit un hébergement décent, un accompagnement social et une allocation communautaire d'environ 350 €. Ces droits leur sont acquis à partir du moment où ils respectent les règles de vie communautaire qui prévoient notamment la participation à un travail destiné à leur insertion sociale. Ce statut marque une distinction nette avec le statut de salarié. Il n'y a théoriquement pas de lien de subordination. Le lien de subordination, c'est un des principes en droit du travail salarié. Hein. Si vous signez un contrat de travail avec un employeur, vous avez un lien de subordination par rapport à votre employeur. Vous êtes subordonné à la personne qui vous emploie. Vous renoncez à certaines libertés dans le cadre du contrat de travail. Là, normalement, c'est pas le cas. Mais bon, vu la situation des gens, je pense que c'est un petit peu naïf de penser que c'est pas le cas. Évidemment, comme le dit l'article, selon la CGT, certaines situations relèvent du travail dissimulé. Emmaüs France est par ailleurs une fédération et ne contrôle pas directement l'ensemble des associations et communautés qui la composent. Des familles comme celle de Julien sont gardées dans un cadre quasi carcéral au sein de la communauté. Ils t'interdisent d'inviter du monde. Tu poses des questions sur tes droits, ils s'énervent. Ils nous avaient demandé de ne pas parler de nos conditions de travail aux bénévoles ou à l'extérieur. Ils avaient peur qu'on raconte ce qui se passe à Emmaüs. Que ce soit à propos du travail des enfants ou sur les conditions d'accueil, à leur arrivée, Julien et sa famille auraient été hébergés dans un mobil-home délabré au toit de tôle fissuré. L'eau tombait à l'intérieur au milieu du couloir, se rappelle le père. Une situation d'insalubrité que connaissent plusieurs compagnons contactés par Street Press. Donc déjà, et les alertes ont été lancées il y a longtemps,
vu qu'il y avait déjà un courrier de la lanceuse d'alerte Madeleine, donc qui parle aussi à Street Press, elle avait lancé un courrier le 29 août 2020 à la préfecture pour dénoncer les conditions de vie indignes du dispositif. Donc je cite la lettre qui est sortie par Street Press. Actuellement, 60 personnes sont logées dans un bâtiment dans lequel il y a des fuites d'eau provenant de la toiture, mais qui ne dispose pas de toilettes et où le seul point d'eau se trouve à l'extérieur. Les évacuations sanitaires sont hors normes et ne permettent absolument pas l'accueil du public. Emmaüs Tarn-et-Garonne intègre pourtant un dispositif d'hébergement d'urgence de 80 places ouvert toute l'année en collaboration avec le 115. Dans le cadre de ce dispositif, l'association a reçu de l'État une subvention de 450 000 € en 2020. Donc, ils travaillent avec l'État pour les hébergements d'urgence, ils reçoivent de l'argent de l'État, ce qui est pas du tout exceptionnel en termes de fonctionnement. Mais voilà, la question qu'on peut se poser, c'est où est l'argent? Et je suppose que c'était le sens aussi du procès du responsable qui a reçu le virement de plus de 80 000 € sur son compte perso, quoi. En 2019, Olivia dort dans une voiture à Toulouse, faute d'autres solutions depuis le rejet de sa demande d'asile. À la fin de l'été, l'exilé est finalement orienté par le 115 vers Emmaüs Tarn-et-Garonne. Elle et d'autres personnes sans abri seraient pourtant accueillies dans des conditions plus que précaires et sans aucune intimité. Il y a 3 familles qui partagent un espace de 20 mètres carrés à peine, séparés par de simples rideaux. Il n'y a quasiment pas de fenêtres, c'est inhabitable, clame le géorgien Amiran. Mais sans autre alternative, évidemment c'était ça ou la rue. Olivia a accepté la proposition d'hébergement, elle a vite compris qu'elle devait travailler pour ne pas être remise à la rue. La participation à l'activité solidaire serait la condition imposée aux sans-abri orientés par le 115 qui souhaitent rester dans le centre d'hébergement durant la journée. Elle confie « J'ai travaillé pendant 2 mois au titre de la solidarité, comme ils disent. Ils nous donnaient un peu d'argent, alors je n'ai pas refusé. » Après avoir fait ses preuves, elle sera finalement promue compagne au mois d'octobre 2019 et affectée au magasin. Comme elle, une dizaine d'autres personnes orientées par le 115 auraient travaillé sans être déclarées à l'URSSAF. Comme pour les enfants, la rémunération est de 10 € par jour. 10 € par jour sans cotisation. Sympa, non, comme condition de travail? Je trouve, hein. Dans un compte-rendu d'une commission finance de l'association datant de février 2020 que Street Press a pu consulter, les membres du conseil d'administration s'inquiètent déjà du retour de bâton. Nous allons au-devant de graves problèmes, craignent-ils. Pour eux, l'association Emmaüs 82 est coupable de plusieurs infractions. Donc, problème déjà soulevé par la commission de l'association. Le conseil d'administration d'Emmaüs avait déjà dit on va au-devant de graves problèmes. Cette association est coupable de plusieurs infractions. Et il faut attendre 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans. Non, c'est février 2020, donc 4 ans pour que ça sorte, quoi. Travail dissimulé pouvant s'apparenter à de l'esclavage dans la mesure où ces personnes n'ont pas d'autre choix et sont entièrement dépendantes de l'association, détournement de fonds publics puisque l'on fait travailler des personnes dont le logement est pris en charge par un budget d'État dans le cadre du 115 et escroquerie à l'URSSAF. Oui, c'est vrai qu'en plus, l'État prend en charge les logements, mais ils font payer les gens, ils font travailler les gens pour qu'ils payent leur logement. C'est pris en charge par l'État. Là-bas, les compagnons tomberaient tous malades à cause du stress, assure Julien, le père de famille. Un état de santé confirmé par d'autres témoins. Confronté à ces conditions de travail indignes, le compagnon aurait vu de nombreux collègues claquer la porte de la communauté après plusieurs années à attendre la régularisation promise. Certains, comme Michal, y ont vécu un véritable calvaire. Il soupire. Emmaüs est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Ils m'ont fait sentir comme un esclave. 3 ans après son expulsion de la communauté du Tarn-et-Garonne, le quadragénaire peine à trouver les mots pour raconter son histoire. Après plusieurs années dans la communauté de Pau, où le média Reporter a relevé là aussi d'insupportables conditions de vie et de travail, donc un autre article, j'ai vu que quelqu'un l'évoquait dans le chat, qui date du 28 juin 2022, donc l'article est aussi un peu plus ancien que le premier article de Street Press, et j'étais passé à côté aussi. Donc il y a plusieurs enquêtes sur Emmaüs, on a Street Press et Reporter qui ont des enquêtes sur des pratiques équivalentes dans différents centres d'Emmaüs. Si vous voulez, on peut faire un package, on va lire plusieurs articles sur ça, je pense. On va pas relire l'article que j'avais lu l'année dernière sur l'île, mais on va lire d'autres articles. Donc, pareil à Pau, insupportable conditions de vie. Ensuite, il est envoyé dans le Tarn-et-Garonne. 2 ans plus tard, il chute d'une benne à ferraille et est gravement blessé au dos. Après une longue hospitalisation et une lourde opération, il aurait été contraint de reprendre le travail dès son retour à la communauté, et ce malgré son arrêt de travail de plusieurs semaines. Son refus l'aurait conduit à être expulsé de la communauté en plein hiver.
Dans un enregistrement que Street Press s'est procuré, on entend le responsable adjoint menacer et intimider Michal quelques jours après son opération. Il lui reproche de ne pas lui avoir ouvert sa porte le matin même. Je suis en arrêt de travail, tu es au courant et le bureau est au courant. Je souffre, ce matin je dormais encore, se justifie le compagnon. Continue de jouer avec moi, mais je te promets, si je veux rentrer dans ton mobil-home, je rentre quand je veux. Tu fermes ta gueule et tu m'écoutes. Tu vas sortir d'ici, ou tu viens dans le bureau et on discute, ou tu rends ton mobil-home et tu prépares tes valises, s'emporte l'adjoint. Vraiment, la lecture est aussi énervante que celle sur le Emmaüs à Lille. Hein. Quelques jours après cette altercation, le directeur ordonne à Michal de quitter la communauté. Le directeur l'accuse d'avoir menacé d'installer un piège dans son mobil-home pour l'empêcher d'y entrer à sa guise, ce qu'il nie. Je te demande de quitter l'association dès maintenant, tu as 1 heure, tranche calme Jeanne. Michal est expulsé sur le champ, après plusieurs mois de galère, il parvient à se reloger et fait reconnaître son handicap. Suite à son accident de travail à Emmaüs, Michal assure qu'il ne pourra plus jamais travailler de sa vie. Selon la lanceuse d'alerte Madeleine, ces expulsions abusives seraient régulièrement utilisées par Christian Calmejane pour se séparer des compagnons gênants. Ils savent bien que leur parole comptera peu face à un directeur de communauté. Pendant 2 ans, l'ancienne bénévole a dénoncé ces faits et ces maltraitances. Elle dit avoir démissionné en août 2020 par peur des représailles. Je craignais que la direction ne mette à la rue les familles qui m'avaient témoigné de leurs conditions de vie. Je n'avais pas le choix, je devais partir. Et après son départ, elle n'abandonne pas son combat et interpelle tour à tour la presse locale, l'inspection du travail, la préfecture, le procureur de la République, ou même Olivier Véran, le ministre des Solidarités de l'époque. Donc il y a eu quand même des alertes lancées dès 2020, et elle n'a pas fait qu'une lettre à la préfecture, cette lanceuse d'alerte. Après 18 mois de relance et de sollicitations, aucun de ses interlocuteurs ne se saisira de l'affaire. J'ai tout de même été reçu par la responsable de la solidarité en préfecture. Elle m'a dit qu'elle connaissait la situation, mais que c'était à Emmaüs France de régler le problème et qu'elle ne pouvait rien faire. Je suis pas loologue, spécialiste en loi, vous savez, les loologues. Mais je crois que ça, c'est interdit, en fait, ce qui se passe dans la communauté, et que la préfecture pouvait faire quelque chose, hein, je pense. En tout cas. Vraiment, désolé, c'est Emmaüs de gérer. C'est pas vraiment une réponse, quoi. Loagiste, oui, pardon. Loaligiste. Elle enrage. Tout le monde sait ce qui se passe dans la communauté, mais le responsable est protégé politiquement, car c'est l'une des associations préférées des Français. En janvier 2021, Madeleine a également tenté d'alerter Emmaüs France sur les dérives de sa communauté via courrier recommandé. Aucune réponse ne lui est apportée, mais elle reçoit quelques semaines plus tard une mise en demeure d'un cabinet d'avocats mandaté par son ancien employeur, la menaçant de poursuites judiciaires suite à ses dénonciations. Donc en fait, pas de réponse, ils ont directement prévenu, en fait Emmaüs France ont directement prévenu la communauté en question et ils ont porté plainte, quoi. Est-ce que vous avez essayé de demander à Emmaüs d'arrêter? Oui, c'est vrai. Visiblement, elle a essayé. Dans un enregistrement audio que Street Press a pu consulter, Christian Calmejane se félicite qu'Emmaüs France ne tienne pas compte de l'alerte de Madeleine. Il craint cependant une rébellion de ses compagnons. Des tracts dénonçant les dérives de l'association circulent alors la nuit dans la communauté et un groupe WhatsApp aurait été créé pour évoquer les problèmes. Le responsable, hors de lui, réunit l'ensemble des compagnons et prévient ses détracteurs selon un enregistrement dont Street Press a pris connaissance. Je cite « Je redis bien à ceux et celles qui font ça qu'ils n'ont juste... » Merci Camp 94. Je redis bien à ceux et celles qui font ça qu'ils ont jusqu'à demain pour se manifester. S'ils ne le font pas, il ne faudra pas attendre d'indulgence ou de gentillesse de ma part. C'est clairement quelque chose qui est fait pour me nuire et donc qui va nuire à la communauté. Dans la foulée, un audit aurait été mené en catimini par la fédération mais n'aurait mené à aucune sanction disciplinaire. Interrogé, Amiran et son épouse disent pourtant avoir largement fait état des maltraitances des compagnons dans la communauté. Alors, évidemment, Street Press allait demander à Emmaüs France, Emmaüs France, c'est quoi cet audit pourri là? Il est un peu foireux votre audit. C'est McKinsey ou quoi qui a fait votre audit? Non, je suis pas sûr qu'ils ont dit ça, mais bon, je brode un peu. Interrogé sur cette inspection en décembre dernier, Emmaüs France a d'abord assuré qu'elle n'avait tout simplement jamais existé avant de se rétracter et de confirmer sa réalisation en 2021. Selon l'association, aucune accusation n'a été corroborée à l'occasion de cet audit, que ce soit sur l'exploitation d'enfants ou de sans-abri, à l'exception de critiques relatives à l'habitat de certains compagnons, faisait néanmoins l'objet d'un important projet de réhabilitation de la part de la communauté. Alors, les consultations par Street Press de cet audit, donc ils ont quand même trouvé l'audit, nuancent un poil plus l'affirmation d'Emmaüs. Les accusations de Madeleine y sont effectivement balayées,
et il lui est reproché soit une méconnaissance des procédures de travail, soit une volonté de nuire. Mais les auditeurs induisent également un travail des sans-abri orienté par le 115, même s'ils préfèrent évoquer un bénévolat aux activités de la communauté. Quant au potentiel travail des mineurs, le rapport indique que les adolescents à partir de 15 ans peuvent participer à l'encadrement des enfants de la garderie et accompagner leurs parents et découvrir l'activité d'Emmaüs à but pédagogique, évidemment. Très bien cet audit, hein, bien sûr. Je pense que c'était vraiment une boîte d'audit hyper clean et qui avait pas du tout des liens avec, les dirigeants d'Emmaüs, hein, vu le contenu du truc. Vraiment, le travail des enfants, mais c'est juste à but pédagogique. En fait, c'est ok le travail des enfants si c'est à but pédagogique. Retenez bien ça, bien sûr. C'est très bien. Donc, Street Press, voilà, le soutien à Street Press. Je vous mets le lien de l'article dans le chat. Super travail. Et donc, on va revenir sur d'autres affaires liées à Emmaüs. Déjà, surveillez Street Press, hein, parce qu'ils vont ressortir d'autres épisodes d'enquête sur Emmaüs. 3 enquêtes publiées chaque semaine. Donc sur 3 communautés. Donc là, c'est le premier épisode. Après la révélation de l'année dernière sur la communauté de Lille. Donc vraiment à suivre. Hein. On va pas tous les lire ici, je pense, mais à suivre sur Press. Et donc, deux communautés Emmaüs du Nord sont visées par une enquête pour traite des êtres humains. Donc là, ça date de janvier, donc c'était il y a un peu plus d'un mois l'article. Il est récent. Et c'est Ready Just Zervoli qui suit cette affaire à Mediapart. Deux communautés Emmaüs du Nord visées par une enquête pour traite des êtres humains. Donc c'est pour prendre un peu la suite de l'enquête de Street Press. Le parquet de Lille a lancé une procédure après des plaintes déposées par des compagnons des deux communautés, celle de Saint-André-les-Lilles, comme le révèle Mediapart, de Nieppe. Donc il y a Nieppe aussi, alors je sais pas où c'est Nieppe. Nieppe. C'est comme Dieppe mais avec un N. Dans le département du Nord, c'est aussi dans le Nord. La Flandre française. Dans le sud du Westhoek. C'est de chez moi. Très bien. Très bien. Le département du Nord, c'est à côté de la frontière, c'est frontalier avec la Belgique. En situation irrégulière, les compagnons estiment qu'Emmaüs profite de leur vulnérabilité. Donc Saint-André-les-Lilles, c'est les révélations de Street Press, si je dis pas de bêtises, et donc Nieppe, c'est Mediapart. Donc merci franchement à Reporter, Street Press et Mediapart de faire le taf sur ça. En plus, il y a eu une grève des compagnons d'Emmaüs depuis plusieurs mois à cause de ces révélations. Un barnum rouge, des pancartes, un brasero d'où s'échappe une épaisse fumée qui enveloppe 6 grévistes ayant cessé le travail depuis 3 mois. De loin, l'action des 6 compagnons d'Emmaüs Nieppe ressemble à s'y méprendre à un conflit classique du travail. Pourtant, Ahmed, Benour, Mohamed, Rodrigue et les 2 Ousmane ne sont pas des travailleurs, du moins sur le papier. Ils font partie d'une communauté qui compte une vingtaine de personnes, dont la moitié sont sans papier, et qui a engrangé en moyenne en 2022 près de 46 000 € par mois en vendant des objets et des meubles récupérés auprès des particuliers. Oui, je rappelle que Emmaüs, le fonctionnement, c'est pas des meubles et des vêtements pour les pauvres, c'est que vous pouvez aller acheter des meubles et des vêtements, et le travail est censé rémunérer les compagnons. Souvent des gens disent « Ah, il achète Emmaüs alors qu'il est riche ». C'est pas comme ça que ça marche. C'est une petite précision parce que j'ai déjà vu ça au sens. Tous sont logés sur place dans cette commune à 20 km à l'ouest de Lille, en échange d'une participation à une activité solidaire collective. Des communautés de ce type, il en existe plus de 123 sur le territoire et elles accueillent plus de 4500 compagnes et compagnons. Elles sont des lieux d'accueil, de vie, d'activité et de solidarité, vante l'association Emmaüs. Or, les grévistes l'assurent, il s'agirait en réalité de travail dissimulé, puisqu'ils estiment avoir toutes les contraintes du salariat sans être payés. Sur les 10 personnes en situation irrégulière, 6 sont en grève et chacune a porté plainte. Donc pour porter plainte en cas de... Pour porter plainte et se mettre en grève quand on est en situation irrégulière, il faut vraiment que la situation soit terrible. Hein. Vous vous rendez compte des risques qui sont pris par ces gens pour avoir le courage de faire une grève, d'être médiatisés, d'être photographiés, alors qu'ils sont en situation irrégulière. Donc là, c'est l'article toujours sur Mediapart. Je sortais aussi un autre article, j'ai trouvé finalement l'article sur le... On va pas le lire en entier, mais c'est un autre détail aussi sur la réaction d'Emmaüs. Depuis mai dernier, le parquet de Lille mène une enquête préliminaire pour travail dissimulé, mais aussi pour traite d'êtres humains. Les investigations confiées à l'Office central de lutte contre le travail illégal concernent la communauté de Saint-André-les-Lilles, dans la périphérie lilloise,
où les compagnons sont en grève depuis plus de 6 mois, comme le documentent nos confrères de Street Press depuis juillet 2023. Mediapart révèle que l'enquête concerne également la communauté de Dnieppe. Depuis le 28 septembre, la communauté de Dnieppe est fermée, les grévistes ayant décidé de bloquer l'entrée aux clients et aux clientes. Ils ont d'ailleurs été condamnés le jeudi 7 décembre par le tribunal de Dunkerque à libérer le passage, mais ils ont décidé de poursuivre leur mouvement. Bon, évidemment, vous savez peut-être si vous faites des grèves que le bloquer, c'est interdit normalement. Donc vous pouvez être condamné pour ça. Mais là, je sais même pas quel est le droit par rapport à la grève, vu qu'ils n'ont pas un statut de salarié exactement. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais bon. Pour chaque jour de blocage, on doit payer une pénalité de 400 €, souffle-t-il, mais on n'a même pas de quoi se nourrir correctement. D'autres compagnons sans-papiers du Nord ont alerté récemment sur leurs conditions de vie et de travail. À Grande-Synthe, la grève dure depuis août 2023. Les grévistes y dénoncent un racisme décomplexé. De septembre à octobre, une trentaine de compagnons sans-papiers d'Emmaüs Tourcoing ont rejoint le mouvement. La grève a été levée début octobre et un audit a été commandé à un cabinet spécialisé en droit social. Ça fait beaucoup là, hein, quand même, dans toutes les communautés. Grande-Synthe, Tourcoing, on a Nieppe, on a Saint-André-les-Lilles, on a Emmaüs Tarn-et-Garonne et on a Emmaüs à Pau. Ils sont concernés par ce genre de pratique. Hein. En attendant une décision de justice, les grévistes de Nieppe et de Saint-André-les-Lilles demandent à l'État de les régulariser. Le préfet du Nord, Georges-François Leclerc, déjà 2 fois condamné pour violation du droit d'asile, est resté sourd à leurs revendications et refuse toute rencontre. On demande pourquoi. La phrase est bien, ouais. On voit dans la phrase un petit peu peut-être pourquoi ce gars n'a pas envie de les rencontrer. Hein. Il a finalement été mis fin à ses fonctions le 17 janvier en attendant qu'il rejoigne le cabinet de Catherine Vautrin, nouvelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Alors, on rigole, mais on rigole pas vraiment, quoi, je pense. Depuis plusieurs années, les compagnons de Nieppe s'affairent de 8 à 12 heures, puis de 13 heures à 17 heures, 5 jours sur 7, soit en moyenne 40 heures par semaine, sans contrat de travail, sans salaire, sans protection, avec pour toute rémunération un pécule de 380 € par mois, auquel la structure locale retirerait 50 € mensuels au titre du loyer, et ce, bien que cela entre en contradiction avec la promesse initiale d'Emmaüs de loger et de nourrir gratuitement les compagnons. Si je pars une demi-heure dans ma chambre ou que j'arrive en retard, ils vont venir me chercher, a assuré l'un d'entre eux aux enquêteurs. En général, dès 8 heures, les gens se regroupent au réfectoire, je vais y arriver. Si un compagnon n'est pas là, quelqu'un vient le chercher dans son logement, a confirmé un autre. 40 heures par semaine, ce n'est pas du bénévolat, c'est du travail, et à 380 € par mois, ce n'est pas du travail, c'est de l'esclavage, s'accordent à dire les 6 de Nieppe. À la question des enquêteurs, pensez-vous que vos responsables se servent ou se sont servis de votre précarité? Tous répondent positivement. Les 6 grévistes affirment aussi n'avoir pas eu le droit de prendre des congés. Entre 2019 et 2023, je n'ai eu que 2 semaines de vacances, a dit l'un aux enquêteurs. Je n'ai eu que 4 jours de vacances en 3 ans, a confié un autre. De son côté, la direction d'Emmaüs Nieppe nie l'ensemble des accusations portées par les grévistes. Elle a répondu longuement par écrit à Mediapart et nous confie également avoir fourni des pièces qu'elle a rassemblées pour la justice, parmi lesquelles plusieurs témoignages positifs de bénévoles et de 4 compagnons non grévistes. Classique, évidemment. Alors, il y a une bénévole qui dit que la grève est non fondée et assure que le mouvement la rend triste et en colère. Un non-gréviste semble estimer que la communauté est un lieu de travail. Ainsi, Florian Compagnon, depuis mai 2023, dit apprécier que le lieu de travail ne soit qu'à quelques mètres du lieu de vie. Je me considère comme chanceux d'être ici. Mais donc, comme dit Mediapart, en disant ça, il admet que c'est un lieu de travail. C'est intéressant, je pense, pour les enquêteurs. Un autre compagnon se sent heureux d'avoir trouvé une nouvelle famille. Et donc, ils reprennent un petit peu ces éléments-là. Par rapport à ce qu'on a lu juste avant sur la communauté du Tarn-et-Garonne, on voit qu'il y a des points communs. Bon, je vais pas lire tout l'article simplement pour que vous voyez qu'il y a vraiment des points communs entre les différentes communautés. On a aussi cet article-là qui est plus ancien, qui date de juin 2022. Absolument. Qui date de juin 2022, et là c'est sur l'exploitation dans une communauté à Pau. Donc, des compagnons exploités, virés et plusieurs décès. De nombreuses personnes passées par le village Emmaüs de l'Escarpeau dénoncent d'insupportables conditions de vie et de travail infligées par le directeur du village. Celui-ci récuse les accusations. Donc là, on est dans les Pyrénées-Atlantiques. Et c'est un article de reporter de Emmanuel Clévenot et JB Maybeck qui s'occupait des dessins. Là, on a aussi d'autres témoignages. L'article de reporter, il est aussi en libre accès, hein, donc je pourrais aussi vous le partager.
Et je voulais aussi vous parler d'un autre... Ouais, donc en fait, c'est vraiment plusieurs... dans celui-là, dans lequel a été tourné le film avec Dujardin. Ah d'accord, sympa. Et un autre truc que je voulais vous montrer, c'est de retrouver le tweet. Alors, un instant. Et peut-être que je vais faire une vidéo YouTube avec ça, avec ce truc sur Emmaüs, parce que c'est vraiment c'est intéressant et en plus c'est pas très très médiatisé quoi. Il y a des articles sur des médias indépendants, mais pas mal de choses. Donc, une marche d'Emmaüs perturbée par des compagnons en colère, et là c'était c'était au début du mois, hein, c'est vraiment récent. À Paris, des compagnons sans-papiers du Nord sont venus se faire entendre au rassemblement en hommage à l'abbé Pierre. Alors qu'ils sont en grève depuis des mois, leurs responsables locaux ont été placés sous contrôle judiciaire pour travail dissimulé. Donc c'est en lien avec le procès qu'on a vu dans l'article précédent. Hein. Sur la place Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement de Paris, à 2 pas du lycée UP Henri IV et du Panthéon, les Gilets Bleus affluent en cette fin d'après-midi du 1er février. Ils sont salariés, bénévoles, compagnons d'Emmaüs et sont venus des pancartes plein les bras. Pas sans toi, personne n'est illégal, Emmaüs ne pas subir, toujours agir. Chacune est venu commémorer les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre. Et le lieu n'a pas été choisi au hasard. C'est à cet endroit qu'à l'hiver 54, le premier centre de dépannage pour les sans-abri a été créé. Le cortège prendra fin à l'Académie du Climat pour une soupe populaire et une soirée de débat. Donc là, c'était la manif Emmaüs, en mode on célèbre l'appel de l'abbé Pierre, tout ça. Donc c'était dans ce contexte-là que ça a été fait, cette marche. Hein. Et forcément, donc ils sont contents de se retrouver, c'est super, l'ambiance est bonne, tout ça. Et puis à pas de loup par groupe de 2 ou 3, sans chasuble et sans sticker, d'autres se joignent au cortège. Ceux-là ne sont attendus par personne. En réalité, ils ne sont pas les bienvenus à la fête, car ils viennent des communautés de Saint-André-les-Lilles et de Nieppe. Ils sont en situation irrégulière et sont en grève depuis juillet pour les premiers et depuis fin septembre pour les seconds. Les compagnons ont tous porté plainte, donc c'est pour travail dissimulé. Leurs responsables locaux ont été placés en garde à vue, donc on revient pas sur l'affaire en elle-même. Plus tard dans la soirée, donc forcément ils sont pas très contents. Voilà, aussi la présidente. Pour les grévistes, aucun doute sur les personnes... Nanana. Voilà. Plus tard dans la soirée, à la question posée par un policier concernant les grévistes du Nord, ces gens sont-ils les bienvenus dans votre manifestation? Le président d'Emmaüs France, Antoine Sueur, répondra tout court, pas du tout. Donc vraiment, Emmaüs France décide d'ignorer le problème et même de dire, de le balayer d'un revers de la main et de dire non, il n'y a pas de problème dans nos communautés, faut pas que ces gens-là viennent dans nos manifestations, il faut les tèges, quoi. Pour cette commémoration, la direction d'Emmaüs France avait prévu d'éviter le sujet. Et dans un mail envoyé aux salariés peu avant la marche, la direction a alerté sur la présence d'une journaliste de France 2. Il est préférable de ne pas répondre à toute question qui ne concerne pas directement la journée en elle-même, et de donner des réponses toutes faites au cas où elle les interrogerait sur les situations actuelles dans les communautés du Nord. Ce sont des situations complexes et préoccupantes, ou encore, aujourd'hui ce sont les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre, je préférerais que l'on parle de cela. Pas très très fort en com par contre, hein, en termes de réponses toutes faites, on trouvera mieux bien sûr. Emmaüs France, vu et sans table. On dirait des consignes... L'article, c'est l'article de Mediapart. Non mais écoutez, ce que je vais faire, c'est que de toute façon, je vais tout mettre sur YouTube. La lecture de l'article de Street Press, plus et tout, et je mettrai toutes les refs des articles en description de la vidéo. Si ça vous va. Donc, tous les salariés interrogés par Mediapart sur place ont répondu ça. Ils ont répondu le mail, quoi. Toutes et tous sont très peu informés et inquiets, mais assurent que tout cela est bien loin des réalités que les personnes vivent. L'heure est à la célébration et pas à la remise en question. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir tenté de se faire entendre. Depuis des mois, sur le piquet de grève, auprès des instances locales et nationales d'Emmaüs et dans la presse, ses compagnons sans papier crient leur détresse. Ils estiment qu'Emmaüs s'est servi de leur précarité pour faire tourner les magasins à peu de frais et racontent les semaines de 35 heures et plus payées 150 € par mois pour ceux de Saint-André-les-Lilles et 380 pour ceux de Nieppe. Depuis la grève, chacun répète inlassablement les conditions de vie dégradées, le travail obligatoire sans protection et sans droit, les petites humiliations du quotidien, les promesses non tenues, ça rejoint ce qui était raconté dans les articles précédents, simplement. Alors,
Juste, je voulais vous montrer l'image de la manifestation. Parce que Khadija avait posté sur Twitter qu'elle était à la manifestation, vu que c'est elle qui a écrit l'article. C'est logique. Elle a publié donc cette image. Alors, faut pencher la tête. On va le mettre comme ça. Et ça, c'est l'intervention donc des compagnons d'Emmaüs en grève qui sont venus à la marche organisée par Emmaüs pour célébrer les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre. Donc c'était le mois dernier. Hein. L'esclavage, c'est fini! Emmaüs, y'en a marre! 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 L'esclavage, c'est fini! Emmaüs! Voilà donc l'intervention à la manifestation et vraiment Emmaüs France a vraiment décidé de faire la sourde oreille. Donc moi, je suis désolé, mais bon, là, il y a déjà 2 communautés du Nord, tout le Tarn-et-Garonne, donc c'est plusieurs communautés. Je sais plus exactement, c'est la communauté qui le dirige, ancien trésorier de la communauté, voilà. Donc c'est plusieurs communautés dans le Tarn-et-Garonne. La communauté à Pau, ça sent pas bon par rapport à ce qui pourrait se passer dans d'autres communautés. Et puis, vu que c'est des personnes très fragiles, c'est des sans-papiers, c'est des gens en situation d'exclusion, c'est pas évident déjà pour ces personnes-là de dire qu'elles ont des problèmes, quoi. De dire que la situation est horrible, qu'il y a de l'exploitation, que c'est mal payé, qu'il y a des humiliations, parce que vous avez vu l'exemple dans l'article de Street Press qu'on a lu, hein. Simplement, les gens sont virés de leur logement. D'autant plus que parfois ils doivent même payer pour un loyer pour ces logements insalubres, alors même que Emmaüs est censé accueillir les gens, gratuitement. C'est le principe c'est le principe de l'association. Normalement, hein, après, voilà. Peut-être me trompe, chat. Mais c'était en tout cas important, je pense, d'en parler. Et puis, on a passé la première heure dessus, mais c'était important. Enfin, 40 minutes plutôt.